Ukraine avec la grande peur des Français face à la perspective d'un conflit mondialisé. Emmanuel Macron, cette semaine, lors d'une conférence de presse à l'Élysée, n'a pas exclu l'envoi de troupes au sol. Il était entouré de ses partenaires européens qui ont d'ailleurs très très vite dit à quel point ils n'étaient pas d'accord avec lui. 76% des Français se disent opposés à l'envoi de troupes en Ukraine, selon un sondage CSA, CNews Europe 1 pour le JDD. On va écouter peut-être d'abord ce qu'a dit précisément Emmanuel Macron, puis on entendra la réponse de Vladimir Poutine, glaçante évidemment, implacable, mais comme il sait l'être. Et on va écouter d'abord le président français. Tout a été évoqué ce soir de manière très libre et directe. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endossée des troupes au sol, mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. Tout ce qu'ils inventent en ce moment, en plus d'effrayer le monde entier, est une menace réelle de conflit avec l'utilisation de l'arme nucléaire et donc de destruction de la civilisation. Ils doivent comprendre que nous avons aussi des armes capables d'atteindre des cibles sur leur territoire. Voilà, des plus tragiques, il menace l'Occident de destruction de la civilisation, une guerre de civilisation, a-t-il dit Vladimir Poutine en réponse à Emmanuel Macron. Comment vous analysez ces propos, Michel Onfray ? Moi, je souscris à ça depuis longtemps. Je pense qu'il faut penser en termes de civilisation et que vous ne souscrivez pas à l'annihilation de la civilisation par la menace nucléaire ? Si, nous sommes deux menaces nucléaires, l'un l'autre. C'est-à-dire que d'un seul coup, quand on envisage d'envoyer les troupes, si ça ne suffit françaises, parce qu'il n'a pas dit de l'OTAN. Quand Poutine ment quand il dit les troupes de l'OTAN. L'OTAN n'a pas dit ça. Il ment aussi quand il dit qu'on lui a imposé une guerre en Ukraine. Ça y est, très très sérieux. Après, il faudrait rentrer dans les détails. Je ne veux pas réfléchir sur la question de on lui a imposé, mais ce serait bien qu'on fasse la généalogie de cette guerre. Comment est-elle née ? Elle aurait pu ne pas avoir lieu. Là, il nous faut vraiment du temps. Oui. Je veux dire que si vraiment on veut penser les choses, il ne faut pas dire il y a 3 jours, il a dit que. Que s'est-il passé depuis 30 ans pour que nous en soyons arrivés là ? J'ai dit il y a quelque temps que nous avions fabriqué ce monstre. Poutine, nous l'avons fabriqué. Un temps, il ne l'était pas, et un temps, il était tellement sympathique qu'on le recevait à Versailles, je l'ai déjà dit, et il était tellement sympathique que le même Macron, il y a 2 ans, disait il ne faut pas blesser Vladimir Poutine. Il s'est passé quoi entre il ne faut pas le blesser, il ne faut pas le froisser, et nous allons lui envoyer nos troupes. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête d'Emmanuel Macron ? C'est la question que je pose, j'ai la réponse. Mais on n'a pas le temps probablement d'entrer sur ce sujet-là. Je dis simplement que faire de la politique, c'est pas juste lutter contre le Rassemblement national dans les médias. C'est pas ça. C'est porter la France, porter le message de la France, faire de telle sorte que la France puisse exister de manière souveraine, autonome et indépendante. Il faut arrêter de nous dire que la souveraineté européenne, c'est aussi la souveraineté de la France. Mais c'est pas ce qu'il fait en disant on n'exclut rien, la France existe, on peut aussi ne pas s'aplatir devant le tyran. Il est président des États-Unis, des États d'Europe, des États-Unis d'Europe, Emmanuel Macron. Est-ce qu'il y a un leader Il y a Olaf Scholz qui regarde tout ça en disant quoi ? Il a moqué Olaf Scholz en disant je rappelle que quelques-uns, il n'y a pas très longtemps, disaient on va leur envoyer des casques et des sacs de couchage et puis en même temps des gilets pare-balles. C'était l'Allemagne qui l'insultait, Emmanuel Macron, dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'il parle comme un petit garçon. Il insulte une fois les Israéliens, il insulte une fois les Palestiniens, il insulte une fois le Maroc, il insulte une fois l'Algérie, il insulte une fois les États-Unis, parfois il insulte même nommément. Il insulte, bon, on n'insulte pas tout le monde comme ça quand on est chef de l'État. D'abord, quand on est chef de l'État, on mène des guerres d'intérêt national. Est-ce qu'il y a intérêt national pour la France à faire une guerre qui n'est pas forcément la nôtre ? On n'est pas sur le chemin de la guerre pour l'instant, Michel Onfray. Mais si on est dedans, c'est pas on n'est pas sur le chemin de la guerre, on est dedans. Tous ces gens qui disent j'ai vu 2 types qui étaient en train de s'agresser, j'ai donné un couteau, qui disent je ne suis pas belligérant. Ils se donnaient des coups de poing, mais je leur ai donné un couteau, je ne suis pas co-belligérant. Mais bien sûr que si. Dès qu'on a pris son parti et qu'on a aidé quelqu'un quand il y a un début de guerre, on est dedans. Cette idée, quand est-ce qu'on va nous dire ça y est, on est vraiment entré ? Quand on va mettre des soldats français dans des avions et qu'on va les amener directement en Ukraine pour aller se battre, là on dira... Pour vous, on est déjà dans ce processus. Mais bien sûr que nous sommes déjà dans cette guerre. Et que pour l'instant, il est en train de faire comme s'il ne connaissait rien à l'histoire de France, ce que je crois un peu, parce qu'il est en train de faire tout ce qu'il faut pour que la Troisième Guerre mondiale ait lieu. Oh, quand même, vous ne pouvez pas dire que Emmanuel Macron souhaite entraîner la France dans une Troisième Guerre mondiale. Je ne sais pas s'il souhaite l'entraîner, mais il le fait. Je ne sais pas s'il est conscient de ce qu'il fait. C'est-à-dire, on ne parle pas à un dictateur. Poutine est un dictateur. Poutine est un impérialiste. Poutine est dans une logique d'impérialisme fasciste. Je le dis tout de même. Qu'on s'entende bien sur ce sujet-là. Est-ce qu'on répond comme ça ? Mais est-ce qu'il faut s'aplatir devant Poutine alors ? Alors là, il y a plein de choses qu'il aurait fallu ne pas faire. C'est facile aujourd'hui de dire il y a qu'à. Moi, je rappelle que quand les journalistes ont commencé à dire il y a une guerre en Ukraine, il y avait déjà depuis 10 ans cette guerre en Ukraine. Oui.
depuis 10 ans. Puis la Crimée. Voilà. C'est-à-dire que d'un seul coup, les journalistes disent on arrive avec nos caméramans, on fait des photos et la guerre commence. Non, ça fait 10 ans qu'elle est là. Qu'a-t-on fait pendant ces 10 années ? On a méprisé Poutine, on a dit, souvenez-vous de Hollande qui dit non, on a fait un petit truc, un petit machin de droit, là, un petit traité, mais c'était pour le faire patienter, il n'était pas question qu'on respecte ce traité-là. Vous vous rendez compte comment on fait ? On l'a fabriqué, cet homme-là. Et il y a un moment donné, il dit bon, on va peut-être pouvoir s'entendre. On dit non, mais pas du tout. Et qui nous a dit que la Russie allait rentrer en Ukraine ? On avait des images satellitaires, on voyait tous les chars qui étaient là. Et on nous disait, mais non, il va pas. Les Américains, c'était les renseignements américains. Non, mais les Français le disaient aussi. Et les Français aussi. Donc, il y a un moment donné où, quand on est tellement incompétent pour faire de telle sorte que la guerre n'ait pas lieu, on ne peut pas devenir compétent pour faire de telle sorte que quand la guerre a lieu, elle n'ait plus lieu. Encore moins quand on demande que cette guerre elle puisse vraiment avoir lieu et avec une puissance au-dessus. On envoie des troupes, l'autre dit attention, j'ai l'arme nucléaire, je vous ai dit que je pouvais m'en servir. Et on va dire quoi là ? Nous aussi que nous on a aussi, une arme nucléaire. Ça fait la dissuasion nucléaire et l'ambiguïté stratégique. Sauf que nous, on n'est pas crédible. Ah, pourquoi ? C'est ça que sur le terrain, parce que notre armée n'est pas prête. Je pense que tout le monde a compris qu'Emmanuel Macron n'était pas plus crédible à l'international que de manière intérieure. C'est votre jugement et c'est d'ailleurs le principe de face à Michel Onfray. Bien sûr. Pour en revenir à cette idée de s'aplatir ou pas devant les dictateurs, j'aimerais qu'on écoute le général de Gaulle. C'était en 1961 lors d'une conférence de presse à l'Élysée. C'était au plus fort des tensions à Berlin avec les soviets. Écoutez ce qu'il disait. Si tout cela a fait multiplier les actes hostiles des soviets, actes auxquels il faudrait répondre, on pourrait en venir à la guerre générale. Mais alors, c'est que les soviets l'auraient délibérément voulu. Et dans ce cas, tout recul préalable de l'Occident n'aurait servi qu'à l'affaiblir et à le diviser, et sans empêcher l'échéance à un certain point de menace de la part d'un impérialisme ambitieux. Tout recul a pour effet de surexciter l'agresseur, de le pousser à redoubler sa pression et finalement facilite et hâte son assaut. Au total, actuellement, les puissances occidentales n'ont pas de meilleur moyen de servir la paix du monde que de rester droite et ferme. Ce que dit De Gaulle, tout recul a pour effet de surexciter l'agresseur. Ça ne vaut pas aujourd'hui ? De la même façon, Michel Onfray ? Alors je rappelle que quand il parle d'impérialisme ambitieux, on peut aussi tout à fait faire fonctionner la grille sur l'impérialisme ambitieux de l'Europe maastrichtienne. Il y a un impérialisme ambitieux. Hein. Donc ça peut aussi énerver d'autres en face. Donc je veux bien que... J'ai vu cette phrase plusieurs fois utilisée dans la même page du Figaro par deux personnes il y a quelques temps. Elle est sortie du contexte et c'est effectivement une extrapolation. Je rappelle que quand le général de Gaulle parle de l'Union soviétique, ça n'est pas Emmanuel Macron qui parle de Vladimir Poutine. Et il était dans le programme de l'Union soviétique d'être impérialiste et planétaire, comme il est dans le programme du Hamas de détruire l'État d'Israël. Il n'est pas dans le programme de Vladimir Poutine d'étendre sa puissance sur la planète entière. Je ne le sache pas. Je sais en revanche qu'il veut l'étendre sur un certain... Il veut restaurer le grand empire russe. Il veut restaurer un certain empire en imaginant effectivement qu'au-delà de cet empire, ça ne le concerne plus. Donc cette idée que nous pourrions avoir la guerre, théoriquement non. Mais si effectivement nous devenons des combattants, pratiquement oui, de manière dynamique, comme dit notre chef de l'État là. Donc je crois que quand il pense de cette manière-là, le général de Gaulle, il parle de manière pratique. Sortir cette phrase en disant l'impérialisme c'est une notion platonicienne, non, c'est pas une notion platonicienne. Impérialisme russe et impérialisme de l'OTAN ou impérialisme de l'Europe de Maastricht. Et ça marche dans les deux cas. C'est-à-dire ça énerve les gens, nous dit le général de Gaulle. Il a raison. L'impérialisme de l'Europe maastrichtienne, elle énerve Poutine. L'impérialisme de Poutine énerve l'Empire maastrichtien. Je dis simplement, quel est l'intérêt de la France, puisque nous parlons du général de Gaulle ? Quel est l'intérêt de la France ? Est-ce que l'intérêt de la France, c'est de faire la guerre de l'Ukraine ? Si oui, expliquons-nous. L'Ukraine est européenne. J'ai déjà bien compris que la France n'existait plus, qu'il fallait être européen. Mais maintenant, il ne faut plus seulement être européen. Il faut aussi que des pays qui sont susceptibles de devenir européens, comme l'Ukraine, ce soient des pays... À qui on a promis d'entrer dans l'Union européenne. Qui a promis ? Qui a promis ? Je sais bien que quand on fait... Oui, j'entends bien, mais quand on fait en 2005 un référendum pour demander au peuple ce qu'il pense de l'Europe, il nous dit non. Et on dit en 2008, vous l'aurez tout de même. Donc on a bien vu
que le peuple, aujourd'hui, on l'économise totalement. Et dans ce beau papier de Jean-Pierre Chevènement, il faut toujours lire, relire et méditer, du Figaro, eh bien, Jean-Pierre Chevènement nous dit consultez les peuples. Demandez au peuple. Un débat aura lieu au Parlement dans les prochains jours. C'est pourquoi il ne faut pas. Oui. Non, mais pas pour savoir si nous devons envoyer des troupes sur place. C'est pas ça. Je pense que tous ces gens qui se réclament aujourd'hui du général de Gaulle devraient savoir que le général de Gaulle pensait qu'on gouvernait avec des référendums, qu'on gouvernait avec des élections et qu'on obéissait aux élections. C'est-à-dire le général de Gaulle ne se serait pas contenté de 50% de gens qui votent, pas forcément pour lui et pour d'autres, et de 50% de gens qui ne votent pas. Il ne se serait pas contenté d'une Assemblée nationale dans laquelle il n'aurait pas une majorité. Donc qu'on n'aille pas chercher le général de Gaulle, parce que c'est mon héros, et si vraiment on veut savoir comment fonctionnerait le gaullisme aujourd'hui, c'est sûrement pas comme le macronisme fonctionne. J'ai encore une question, Michel Onfray, avant de passer à un autre thème. Que pèsent réellement les démocraties face au régime autoritaire ? Parce qu'on voit bien que nous, le cycle de la politique s'accélère, les dirigeants se succèdent. Les régimes autoritaires, eux, évidemment, ils ont des dictateurs quasi à vie. Oui, nous, on a aussi des régimes tellement bien faits qu'on a des Maastrichtiens au pouvoir quasiment à vie. C'est-à-dire, on fait semblant d'avoir des élections, on dit « Ah, vous allez choisir celui-ci, il a un ruban rose, celui-ci, il a un ruban bleu, celui-ci, il a un ruban arc-en-ciel, etc. » Vous avez vu la différence quand même. Et au bout du compte, c'est toujours un client maastrichtien. Je vous rappelle qu'à chaque fois qu'il y a des élections présidentielles en France, tout est fait pour qu'il y ait une espèce d'entonnoir. Tout le monde est censément capable d'y accéder, du moins aux élections. Et puis après, ça se passe comment ? Vous finissez toujours par avoir un personnage, c'est toujours le même. Et de l'Humanité à, je sais pas, au Figaro, en passant par Libération, Politis et autres, ils finissent tous par vous dire votez pour le client maastrichtien. Les uns en nous disant c'est le meilleur, d'autres en nous disant c'est un beau programme, et d'autres en nous disant on vote pas pour, mais on vote contre celui qui est en face. Mais finalement, le MEDEF et le Mélenchon finissent par voter la même chose. La libre pensée, les francs-maçons, les athées, les curés, etc., finissent par voter la même chose en nous disant votez pour ça. Des démocraties dans lesquelles, avant d'aller voter, on sait quel sera le résultat. Moi, j'en ai gagné des caisses de champagne en disant, je peux vous dire qui sera élu. Ah bah, t'es bien malin, etc. Un client maastrichtien. On reprendra les paris pour 2027 et pour les élections européennes. 2027, mais je pense que même si c'est Le Pen, la pensée maastrichtienne mettrait 6 mois à s'imposer. Et encore 6 mois en étant large.